Septembre 2022, un départ sans violence scelle un pouvoir nouveau. Ce calme apparent cache pourtant un accord tacite, négocié dans l'urgence régionale, qui protège un ancien chef d'État et continue d'entraver la justice, la diplomatie et la souveraineté nationale, bien après la prise de pouvoir, aux conséquences régionales encore largement sous-estimées. Comment Ibrahim Traoré peut-il incarner la rupture politique quand un pacte muet, jamais écrit, limite encore ses marges de décision stratégiques aujourd'hui par ses partenaires et par une opinion publique de plus en plus impatiente, un silence qui devient désormais une faille. Cette histoire promet une chose simple, rendre lisible un silence politique. Comprendre ce pacte éclaire les choix, les risques et les leviers actuels. Il s'agit d'expliquer comment un engagement oral, toléré au nom de la stabilité immédiate, façonne encore l'action publique, contraint la diplomatie et brouille la perception de justice au Burkina Faso. L'enjeu dépasse un homme ou un épisode. Il touche la souveraineté, la crédibilité régionale et la confiance intérieure. Pour Ibrahim Traoré, le défi n'est pas seulement juridique, il est stratégique. Chaque option comporte un coût mesurable. Qu'il s'agisse de préserver des corridors logistiques vitaux, d'éviter des frictions diplomatiques ou de répondre à une opinion lassée des arrangements invisibles. Ne rien faire protège l'équilibre à court terme, mais alimente l'usure politique. Agir trop vite peut ouvrir une crise aux répercussions économiques et sécuritaires. Ce récit s'engage donc à démêler les faits, à distinguer le non-dit du non-écrit et à montrer comment un détail administratif devient un levier de pouvoir. À la clé, une question centrale guidera la lecture. Quand le silence coûte plus cher que la décision, que reste-t-il à préserver ? Et maintenant, voici la révélation centrale. L'accord qui protège l'ex-président n'existe nulle part dans le droit. Il n'a jamais été écrit, signé ni ratifié, et pourtant il produit des effets politiques concrets depuis près de 3 ans, bloquant toute initiative judiciaire formelle et pesant sur les relations régionales. Cette zone grise naît à la fin de septembre 2022. Après 2 coups d'État successifs, le Burkina Faso sort d'une phase de tension extrême. La priorité immédiate est la stabilité. Dans ce contexte, le départ discret de Paul-Henri Sandaogo Damiba est négocié sous médiation sous-régionale, avec l'appui de la CEDEAO et de chefs d'État voisins. L'arrangement est simple, mais jamais couché sur papier, protection et silence en échange d'un retrait total de la scène politique. Pour les nouvelles autorités, dont Ibrahim Traoré, ce compromis est toléré comme une mesure transitoire. Il permet d'éviter une confrontation armée, de rassurer certains partenaires et de donner du temps à la transition. Mais cette solution d'urgence contient une fragilité majeure. Sans base juridique, elle repose uniquement sur la mémoire des acteurs et sur une confiance implicite entre États. Avec le temps, ce flou devient un problème structurel. Aucune procédure d'extradition ne peut avancer sans rouvrir l'accord initial. Aucune clarification diplomatique ne peut être exigée sans admettre publiquement l'existence d'un pacte non écrit. Le silence protège autant qu'il enferme. Ce contexte explique pourquoi l'affaire résiste à toute tentative de résolution. Il ne s'agit pas d'un manque de preuves, ni d'un oubli volontaire. C'est la conséquence directe d'un engagement oral conclu dans l'urgence, puis figé par la peur de créer un précédent régional. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir si l'immunité est légitime. Et maintenant, elle devient plus profonde. Combien de temps un État peut-il gouverner sous l'ombre d'un accord qu'il n'a jamais officialisé, mais qu'il continue de respecter? Pour comprendre comment ce pacte tacite continue de produire ses effets, il faut quitter les discours officiels et regarder une scène plus discrète. Elle se déroule loin des caméras, dans les couloirs feutrés de la médiation régionale, là où les accords non écrits sont surveillés plutôt que proclamés. Un fonctionnaire togolais du ministère de la Sécurité joue ici un rôle clé, sans jamais apparaître publiquement. Membre de délégation chargé de vérifier périodiquement les conditions de résidence de l'ex-président exilé, il n'est ni juge ni décideur. Sa mission est plus étroite, s'assurer que les termes implicites de l'accord de 2022 sont respectés. Sécurité, discrétion, absence de contact politique visible. Pendant des mois, rien ne semble dévier. Puis, progressivement,
des signaux faibles apparaissent, des visites plus fréquentes, des échanges plus longs, un climat moins feutré, plus tendu. Ces changements ne constituent pas des preuves, mais ils rompent la routine du silence. Ces premiers glissements ont un effet immédiat à Ouagadougou. Ils alimentent des notes internes, des évaluations prudentes et une inquiétude croissante au sein des cercles sécuritaires. Pour Ibrahim Traoré et son entourage, le pacte cesse alors d'être un simple héritage gênant. Il devient un risque potentiel. Le problème n'est pas encore moral ou judiciaire. Il est opérationnel. Quand un accord repose uniquement sur la retenue, toute fissure dans cette retenue transforme la protection en vulnérabilité. À ce stade, personne ne parle de rupture. Mais l'idée s'installe. Un silence qui s'étire trop longtemps finit par produire du bruit. Et l'essentiel devient évident. Un détail discret peut réorienter une stratégie nationale. Tout commence par une sortie maîtrisée, presque clinique. Fin septembre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba quitte Ouagadougou sans résistance, escorté jusqu'à l'aéroport, puis installé dans une résidence sécurisée à Lomé. L'opération est rapide, silencieuse, encadrée par une médiation sous-régionale. L'objectif est clair, éviter l'escalade, préserver la continuité de l'État, gagner du temps. À ce moment précis, Ibrahim Traoré incarne la rupture attendue. Jeune capitaine, porté par une colère populaire et une partie de l'armée, il hérite d'un pays sous pression sécuritaire et diplomatique. Le pacte tacite autour de l'exil de son prédécesseur est accepté comme un mal nécessaire. Il ne s'agit pas d'un choix idéologique, mais d'une décision de stabilisation immédiate. Pendant près de 2 ans, l'accord tient. Damiba reste discret. Aucune déclaration publique, aucune apparition médiatique, aucune tentative visible d'influence. À Ouagadougou, le dossier est rangé dans une catégorie sensible, surveillée mais inactive. Le silence fonctionne comme un couvercle. La bascule intervient progressivement en 2024. Des rumeurs circulent, d'abord floues, puis plus précises. Des noms apparaissent dans des notes internes. Des soupçons de contacts politiques émergent. Ibrahim Traoré ne réagit pas publiquement. Il consulte, temporise, évalue les rapports contradictoires qui lui remontent. En octobre, un seuil est franchi. Des accusations prennent forme. Tentative de déstabilisation, projet violent, implication indirecte dans des réseaux hostiles au pouvoir en place. Qu'elles soient avérées ou exagérées, elles modifient la nature du problème. L'exilé protégé devient un risque potentiel. Une réunion de crise est convoquée à Ouagadougou. Autour de la table, renseignements, juristes, diplomates, la question est directe. Le pacte de 2022 est-il encore tenable ? Les avis divergent. Certains plaident pendant pour une rupture nette, arguant que les conditions implicites ont été violées. D'autres rappellent le poids régional de l'affaire et les conséquences d'un affrontement avec le Togo et la CEDEAO. La décision est transitoire, tester le terrain sans rompre officiellement. Une note confidentielle est transmise à Abuja, sans mention d'extradition, demandant la position de l'organisation face aux nouvelles accusations. La réponse tarde. Puis, le silence s'installe. À Ouagadougou, ce silence est interprété comme une esquive. Ibrahim Traoré durcit alors le ton dans ses discours, évoquant ceux qui complotent depuis leur retraite dorée. Le message est indirect, mais lisible. En coulisses, Lomé est informé qu'un gel de certains contacts est envisagé si la situation reste floue. À ce stade, la crise change de nature. Elle ne se joue ni dans la rue, ni dans les casernes. Elle se joue dans les interstices des engagements non écrits, là où chaque mot absent pèse autant qu'une déclaration officielle. Ce qui devait être une solution provisoire devient un nœud stratégique. Au départ, la relation logistique avec le Togo constitue une ligne de base stable. Aujourd'hui, elle est devenue un point de dépendance sensible. Ce glissement, discret mais mesurable, transforme un pacte politique en contrainte économique, puis en vulnérabilité stratégique. Premier indicateur, c'est le corridor de Lomé. Le port autonome de Lomé traite plus de 90% du trafic en transit des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso. Interprétation. La logistique extérieure repose sur un point unique difficilement substituable. Cette concentration n'était pas problématique tant que la confiance bilatérale restait intacte. Elle le devient
lorsque la relation politique se tend et que chaque décision diplomatique risque d'avoir un effet immédiat sur l'approvisionnement. Deuxième indicateur, c'est la géographie diplomatique. À vol d'oiseau, 660 km séparent Ouagadougou de Lomé. Interprétation. Une courte distance masque une densité d'accords implicites cumulés. Chaque kilomètre parcouru par une marchandise dépend d'arrangements administratifs, de contrôles coordonnés et d'une confiance réciproque. Quand cette confiance s'effrite, les délais s'allongent, les inspections se multiplient et les coûts indirects augmentent sans annonce officielle. Troisième indicateur, c'est l'activité diplomatique conjointe. Depuis la mi-2024, les missions bilatérales entre le Burkina Faso et le Togo ont diminué d'environ 40%, selon un think tank ouest-africain. Interprétation. La fatigue stratégique précède souvent les ruptures visibles. Cette baisse n'est pas spectaculaire, mais elle signale un refroidissement durable loin des projecteurs qui affecte la coordination régionale. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne déclenche une crise. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. La dépendance logistique augmente au moment même où la marge diplomatique se rétrécit. Le pacte tacite, censé garantir la stabilité, commence à produire l'effet inverse. Il limite les options sans offrir de sécurité supplémentaire. Pour Ibrahim Traoré, ces données changent la nature du dilemme. La question n'est plus seulement de savoir si l'accord oral est moralement ou juridiquement défendable. Et maintenant, elle devient opérationnelle. Combien coûte le maintien du flou et à qui ce coût est-il transféré ? Aux entreprises de transport, confrontées à des contrôles renforcés, aux administrations contraintes de gérer l'incertitude, aux citoyens qui subissent indirectement les tensions sur l'approvisionnement. Ces preuves quantitatives n'accusent pas, elles noticent d'un, elles ne tranchent pas le débat politique. Et maintenant, elles établissent un fait, le statu quo n'est pas neutre. Il génère des frictions cumulatives, invisibles à court terme, mais structurantes à moyen terme. Dans ce contexte, le silence cesse d'être une protection. Il devient une variable de risque, mesurable, reproductible et de plus en plus difficile à justifier publiquement. Les partisans du maintien du pacte tacite avancent d'abord un argument de continuité. Selon eux, les transitions pacifiques dans une région instable reposent souvent sur des compromis invisibles, acceptés parce qu'ils évitent le parfum, mais ils évitent le pire. Rompre un engagement, même oral, créerait un précédent dangereux. Plus aucun chef sortant n'accepterait de quitter le pouvoir sans garantie, ce qui rendrait chaque transition plus violente. Un deuxième argument relève du droit et de la prudence diplomatique. Damiba n'a jamais été formellement inculpé par une juridiction internationale. Agir sur la base d'accusations encore débattues exposerait le Burkina Faso à des critiques sur l'arbitraire et à des frictions avec des partenaires régionaux. Dans cette lecture, la retenue d'Ibrahim Traoré est perçue non comme une faiblesse, mais comme une gestion responsable des équilibres sous-régionaux. Enfin, un troisième argument concerne la logistique et la sécurité. Le lien avec Lomé reste vital. Provoquer une crise ouverte avec le Togo risquerait de perturber un corridor dont dépend une large part de l'économie nationale. À court terme, préserver le silence semble moins coûteux qu'un affrontement diplomatique aux effets incertains. Face à ces arguments, les partisans de la rupture proposent une contre-lecture fondée sur la conditionnalité. Ils rappellent que l'accord de 2022 n'était pas absolu. Il reposait sur 3 attentes implicites: silence, retrait, non-ingérence. Si ces conditions sont perçues comme rompues, l'engagement perd sa légitimité morale et politique. Il s'appuie aussi sur un précédent régional. En 2025, la CEDEAO a rappelé publiquement que l'ex-président gambien Yahya Jammeh n'avait jamais bénéficié d'une immunité diplomatique lors de son exil. Et maintenant, le message est clair, un départ négocié ne constitue pas un refuge permanent contre des accusations graves. Dans cette perspective, l'inaction devient elle-même un risque. Pour Ibrahim Traoré, continuer à respecter un pacte contesté peut apparaître comme une incohérence politique, voire comme un renoncement symbolique. Le dilemme ne se résume donc pas à stabilité contre justice, mais à crédibilité contre inertie.
Et à ce stade, chaque jour de silence pèse autant qu'une décision explicite. Cette phrase résume le basculement. Ce qui, en 2022, protégeait la transition commence désormais à l'exposer. Le pacte tacite n'est plus un simple héritage embarrassant. Il agit comme un angle mort stratégique que les acteurs régionaux apprennent à contourner, à tester, parfois à exploiter. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un changement de posture. Il ne s'agit pas encore d'une rupture formelle, mais d'une réévaluation assumée. Les discours publics se durcissent, les allusions deviennent plus transparentes, et le thème des complots menés depuis l'ombre s'installe dans la narration officielle. Et maintenant, le message est double. La patience a des limites, et le silence n'est plus inconditionnel. Cette inflexion modifie l'équilibre diplomatique. À Lomé, l'hésitation grandit. Maintenir la protection sans clarification juridique expose le Togo à une critique implicite de complaisance. À Abuja, le mutisme de la CEDEAO commence à être perçu comme un choix, non comme une neutralité. La révélation de ce milieu de parcours est donc moins un fait nouveau qu'un changement de lecture. Le problème n'est plus seulement l'existence d'un accord non écrit, c'est son obsolescence progressive. Quand un arrangement repose uniquement sur la discrétion, l'augmentation du bruit le rend instable par nature. À partir de ce point, le statu quo cesse d'être une option confortable. Il devient une décision à part entière, avec ses coûts, ses bénéficiaires et ses perdants clairement identifiables. La question n'est plus de savoir si le pacte peut durer, et maintenant elle devient qui assumera le prix de sa survie artificielle. Les effets du pacte tacite ne restent pas confinés au cercle diplomatique. Ils se diffusent de par capillarité et touchent 4 groupes clés, chacun à un rythme différent, mais avec des conséquences désormais visibles. Pour l'État d'abord, l'ambiguïté prolongée complique la gouvernance. Les administrations fonctionnent en mode réactif, ajustant leur position sans ligne directrice claire. Les notes internes s'accumulent, les décisions structurantes sont différées et la cohérence du message public s'érode. Pour Ibrahim Traoré, cette situation crée une tension permanente entre le discours de rupture et la gestion d'un héritage non assumé. Le pouvoir conserve une marge de manœuvre tactique, mais perd en lisibilité stratégique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les acteurs économiques, ensuite, l'incertitude devient un coût. Les entreprises opérant sur le corridor Togo-Burkina Faso signalent des délais allongés, des contrôles plus fréquents et une atmosphère de méfiance diffuse. Rien n'est officiellement bloqué, mais tout devient plus lent. Cette friction invisible affecte la planification, renchérit les opérations et décourage certains investissements à moyen terme. Dans un pays enclavé, la fluidité logistique n'est pas un luxe, c'est une condition de survie économique. Pour les citoyens, l'impact est plus diffus, mais plus corrosif. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, l'affaire suscite moins de colère que de lassitude. Beaucoup peinent à comprendre pourquoi un ancien président soupçonné de déstabilisation vit sous protection, alors que leurs proches sont engagés sur des fronts sécuritaires difficiles. Cette dissonance nourrit un sentiment d'injustice silencieuse. Elle n'alimente pas forcément la contestation, mais elle fragilise le lien de confiance entre l'État et la population. Pour la région, enfin, le dossier devient un fardeau diplomatique. Le Togo, en maintenant une protection sans statut juridique clair, voit son rôle de médiateur s'exposer à la critique. La CEDEAO, en restant en retrait, affaiblit sa crédibilité normative. D'autres acteurs régionaux observent, prennent note et ajustent discrètement leurs alliances. L'ambiguïté crée un précédent qui pourrait être invoqué ailleurs dans d'autres transitions. Pris ensemble, ces effets montrent que le statu quo n'est pas neutre. Il redistribue les coûts sans jamais les assumer publiquement. Il protège certains équilibres à court terme, mais en fragilise d'autres à plus long terme. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient alors politique au sens plein. Continuer ainsi, c'est accepter que l'usure remplace la décision. À ce stade, la question n'est plus abstraite. Elle est concrète et partagée. Combien de temps une société peut-elle supporter que la stabilité repose sur un silence dont elle paie progressivement le prix ? La première question est simple. Que se passe-t-il si rien ne change ? À partir de là, 3 trajectoires crédibles se dessinent, chacune avec ses risques et ses opportunités, sans supposer d'intention cachée ni de rupture automatique. Et maintenant,
Premier scénario, le statu quo maîtrisé. Le pacte tacite perdure sans clarification formelle. Damiba reste au Togo sous une protection discrète mais réelle. Le Burkina Faso continue d'exprimer des critiques indirectes sans enclencher de procédure juridique explicite. La CEDEAO maintient une posture prudente, tandis que Lomé cherche à contenir les frictions par une neutralité logistique active. Dans ce scénario, les tensions existent mais restent gérables. Et maintenant, le coup est diffus. Usure diplomatique, lenteur administrative et une perception d'immobilisme qui s'installe progressivement. Pour Ibrahim Traoré, cette option préserve la stabilité immédiate, mais elle entame la cohérence du récit politique à moyen terme. Deuxième scénario, plus favorable, la clarification négociée. Une médiation tripartite aboutit à un compromis discret. Le statut de l'exilé est redéfini dans un cadre plus lisible, éventuellement via un départ vers un pays tiers moins sensible. En échange, Ouagadougou renonce à toute poursuite immédiate, sous condition d'un engagement vérifiable de non-ingérence. La CEDEAO retrouve un rôle d'arbitre crédible et le dialogue régional se normalise. Ce scénario réduit l'ambiguïté sans provoquer de rupture brutale. Il offre à Ibrahim Traoré l'occasion de transformer un héritage contraignant en succès diplomatique silencieux, tout en consolidant sa marge d'action interne. Troisième scénario, le plus tendu, la rupture conflictuelle. Un événement déclencheur ravive la crise. De nouvelles accusations sont rendues publiques et Ouagadougou déclare caduc tout accord implicite. Une demande d'extradition est formulée, Lomé refuse et les échanges se tendent. Les corridors logistiques sont perturbés, les discours se durcissent et la coopération régionale entre pays du Sahel entre dans une phase d'instabilité ouverte. La CEDEAO se retrouve paralysée, incapable de trancher sans perdre en crédibilité. Aucun de ces scénarios n'est écrit d'avance. Tous dépendent d'un même facteur, la capacité des acteurs à transformer un non-dithérité de l'urgence en responsabilité partagée. À moyen terme, la question n'est donc pas de choisir entre justice et stabilité, mais de décider quand et comment rendre le flou politiquement soutenable. À mesure que l'affaire se prolonge, elle cesse d'être un dossier technique réservé aux spécialistes. Elle s'invite, de façon diffuse, dans la manière dont différents groupes perçoivent l'action publique et évaluent la crédibilité de l'État. Pour les citoyens ordinaires, le sujet est rarement formulé en termes juridiques. Il est vécu à travers une impression plus simple, un décalage entre les promesses de rupture et certaines réalités persistantes. Dans les marchés, les administrations ou les quartiers populaires, le nom de l'ex-président exilé revient parfois comme un symbole d'impunité tolérée. Cette perception ne déclenche pas nécessairement une colère ouverte, mais elle alimente une lassitude sourde. Quand la justice semble conditionnelle, l'adhésion au projet collectif devient plus fragile. Pour les agents publics et cadres administratifs, l'effet est différent. L'incertitude diplomatique complique la pédagogie interne. Comment expliquer des priorités nationales claires lorsque des décisions majeures semblent suspendues à des accords invisibles ? Le flou désarme le discours institutionnel et rend plus difficile l'alignement des administrations autour d'une ligne commune. À long terme, cette situation peut réduire l'efficacité de l'action publique, même en l'absence de crise ouverte. Du côté des acteurs économiques, l'impact se traduit par une prudence accrue. Les entrepreneurs, transporteurs et logisticiens intègrent l'instabilité politique comme une variable permanente. Ils adaptent leur stratégie, retardent certains investissements et privilégient des solutions à court terme. Ce réflexe défensif ne bloque pas l'économie, mais il freine sa projection. Enfin, pour les observateurs internationaux, l'affaire agit comme un test. Elle interroge la capacité d'un pouvoir de transition à gérer l'héritage des anciens régimes sans renoncer à sa promesse de cohérence. Pour Ibrahim Traoré, cette diversité de regards signifie une chose. La décision, ou son absence, ne sera pas jugée uniquement sur ses effets immédiats, mais sur la manière dont elle est comprise et expliquée. À ce stade, toucher le public ne consiste pas à convaincre, mais à restaurer la lisibilité. Car dans un contexte de transition, ce qui n'est pas compris finit toujours par être contesté. À ce stade, l'enjeu n'est plus de trancher brutalement, mais d'ordonner le flou. Plusieurs leviers existent pour transformer un accord tacite hérité de l'urgence
en cadre de responsabilité progressive, sans provoquer de rupture immédiate. Première étape, il s'agit de clarifier la position nationale. Le Burkina Faso peut formuler officiellement, par note verbale, les limites actuelles de sa tolérance. Sans exiger d'extradition, il s'agit de rappeler que les engagements implicites de 2022 étaient conditionnels. Cette clarification permettrait à Ibrahim Traoré de réaffirmer une ligne cohérente, lisible pour l'opinion comme pour les partenaires régionaux. Deuxième étape, il s'agit de encadrer le statut de l'exilé. Du côté togolais, une évolution est possible sans humiliation. Transformer la protection tacite en un régime de résidence surveillée, fondé sur un cadre légal explicite, réduirait la zone grise actuelle. Cette mesure renforcerait la transparence diplomatique tout en maintenant la stabilité sécuritaire. Troisième étape, il s'agit de documenter l'informel au niveau régional. La CEDEAO peut jouer un rôle structurant en mandatant un groupe d'experts chargé d'analyser les pactes non écrits conclus depuis 2020. L'objectif n'est pas de juger a posteriori, mais de produire des lignes directrices pour les transitions futures. Un tel travail redonnerait de la crédibilité normative à l'organisation. Quatrième étape, il s'agit de apaiser l'opinion par la pédagogie. Informer sans polariser devient essentiel. Traiter l'affaire comme une question de gouvernance et non comme une polémique personnelle permettrait de réduire les tensions internes. Enfin, cinquième étape, il s'agit de maintenir une veille civique, encourager les ONG et les médias à suivre la cohérence des engagements publics, créer une pression douce mais continue. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route offre une voie médiane, ni reniement brutal, ni inertie prolongée. Elle repose sur une idée simple. Quand les textes manquent, la cohérence des actes devient le principal instrument de légitimité. Tout au long de cette affaire, un lieu revient comme un fil discret. Une pièce sans fenêtre, dans la cité de l'Union africaine à Lomé, éclairée faiblement, conçue pour les discussions qui ne doivent laisser aucune trace. C'est là que le pacte s'est cristallisé, loin des palais et des caméras, dans un moment où la priorité était d'éviter le chaos. Ibrahim Traoré n'y a jamais mis les pieds. Pourtant, ce qui s'y est décidé continue de façonner ses marges de manœuvre. Le pacte qu'il n'a pas signé encadre encore ses choix, ses silences et ses calculs. Il rappelle qu'en politique, l'héritage ne disparaît pas avec le changement de dirigeant. Il se transforme, se déplace, parfois se durcit. De son côté, Damiba demeure une présence fantôme. Ni pleinement absent, ni réellement visible, il incarne ce qui arrive quand la paix est achetée au prix d'un ajournement de la justice. Le passé n'est pas enterré, il est simplement logé ailleurs, sous protection, en attente. Cette situation révèle une vérité plus large. Chaque compromis accepté dans l'urgence définit une limite future. Ce que l'on tolère aujourd'hui devient la norme de demain. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas seulement de gérer un dossier sensible, il est de décider ce que l'État accepte de devenir quand il préfère le silence à la clarté. Une phrase s'impose alors, comme un rappel. Ce que l'on protège finit toujours par nous définir. L'affaire Damiba n'appelle pas une conclusion définitive. Elle invite plutôt à une réflexion collective sur la manière dont justice et diplomatie s'entrelacent dans des contextes fragiles. Il ne s'agit pas de désigner des coupables ni de célébrer des ruptures spectaculaires, mais de comprendre ce que coûtent à long terme les arrangements silencieux. Pour une société en transition, la vigilance ne passe pas seulement par la contestation, elle passe aussi par l'attention portée à ce qui n'est pas dit, aux décisions différées, aux compromis présentés comme temporaires mais appelés à durer. Chaque citoyen, qu'il soit à Ouagadougou ou dans la diaspora, peut s'interroger sur la valeur réelle d'une stabilité fondée sur le non-dit. Observer, questionner, échanger sans excès devient alors un acte civique. Partager des analyses, suivre l'évolution des positions officielles, demander des clarifications sans accusation contribue à maintenir un espace public vivant. La cohérence ne se décrète pas, elle se construit sous le regard de ceux qu'elle engage. Pour Ibrahim Traoré, comme pour tout pouvoir de transition, l'enjeu dépasse une affaire précise. Il concerne la définition des règles implicites qui gouverneront l'après-crise. Quand les textes manquent, la responsabilité collective commence là où s'arrête le silence. La question reste ouverte et chacun peut se la poser à son échelle. Jusqu'où une société peut-elle accepter que la paix repose sur des accords qu'elle ne voit jamais ?